présenté au grand public français, bien sûr, mais j'avais d'abord pensé à la recherche, aux recherches historiques, dans l'idée de construire, enfin de montrer que le Japon de Meiji, à travers Chōmin, représente une étape dans l'histoire mondiale de la démocratie, des Lumières, et dans la circulation des idées. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a conscience que, enfin du moins dans les recherches, que les idées, les auteurs ne sont pas connus d'un pays à un autre comme par magie. C'est plus compliqué. Il y a donc le problème de la traduction qui se pose. Et puis aussi, éventuellement, de l'engagement, de la volonté d'un auteur pour diffuser les idées. Et Chōmin est très bien pour cela, parce que non seulement il a traduit, mais il a aussi utilisé les mêmes textes pour former sa pensée, et il a essayé de diffuser sa pensée avec une école, Futsugakujuku, avec une revue, Obeisei Sodan, avec tout son engagement politique. Et donc, pour l'historien, c'est très bien. Enfin, c'est un cas très intéressant. Pour le public français, connaître quelqu'un comme Chōmin montre que ce républicanisme français, l'héritage de la Révolution française, a pu être connu bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Les Français, généralement, croient que le Japon est devenu une démocratie en 1945. Mais en fait, je l'espère avec mon travail et d'autres, on montre que les Japonais ont connu la démocratie bien plus tôt et que le Japon n'était pas forcément destiné à devenir le régime impérial. Et d'autre part, je crois que les Français gagneraient à montrer que les idées démocratiques au Rousseau, ce ne sont pas, enfin, leur circulation, la présentation de Rousseau et des idées démocratiques au Japon, ce n'est pas un processus où les Japonais ont un rôle passif, mais au contraire ont un rôle actif. Certains peuvent croire que du moment que Rousseau a écrit du contrat social, dans le monde entier, tout le monde l'a lu. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et il est important en Europe, pas seulement en France, de comprendre que dans le reste du monde, les gens lisent par eux-mêmes les textes et se les approprient. Et ont un rôle actif. Et ça, je crois que c'est très important parce que la démocratie, ce n'est pas quelque chose européen. La démocratie, ce n'est pas occidental. La démocratie, c'est universel. Donc, c'est tout aussi japonais que c'est français. Et donc, dans ce processus par exemple, de lecture de Rousseau, certes, c'est Rousseau qui a écrit le contrat social, mais c'est tout aussi important que quelqu'un comme Chōmin a lu Rousseau et l'a interprété à sa manière pour la présenter aux Japonais, et que c'est ainsi que les Japonais eux-mêmes ont pu faire la démarche d'acquérir les idées démocratiques. Donc, du coup, la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui vient d'Europe et qui s'implante au Japon ou je ne sais pas où. Non, non, c'est les Japonais qui prennent la démocratie et se l'approprient. Et ça, je crois, c'est ce que le public français peut gagner à connaître, à comprendre en connaissant Chōmin. Et il est d'autant plus intéressant qu'il connaissait bien sûr le français et qu'il avait des liens avec des figures françaises aujourd'hui oubliées. Alors je dis oubliées, mais en réalité,
euh, pendant que je faisais mes recherches sur Chou Min et les traductions de textes français, j'ai découvert qu'en France, il y avait des gens qui redécouvraient comme moi les mêmes personnes, c'est-à-dire Émile Colas, Jules Barny, Alfred Fouillé, Alfred Naquet, Charles Renouvier. Donc ce groupe de gens qui ont été les pères de la Troisième République en France, donc dans les années 1150-70, et qui ont joué donc un rôle important et qui avaient été oubliés en France pendant très longtemps, donc, et qui ont été redécouverts par des historiens de la philosophie dans les années 2000. Ce qui, du coup, m'a beaucoup aidé personnellement, puisque, du coup, pour comprendre ces traductions de Chou Min, il fallait que je puisse comprendre aussi ces républicains français. Il fallait lire les ouvrages d'Émile Colas, Jules Barny, Charles Renouvier, et ainsi de suite, pour comparer les traductions. Et puis aussi pour comprendre, du coup, qu'est-ce qu'ils disaient. Et c'est ainsi que j'ai compris que les traductions de Chou Min ne sont pas que des traductions. C'est plus que cela. Parce que ces textes traduits, ce sont aussi les textes qui ont formé Chou Min, qui ont formé, donc qui ont contribué à former la philosophie de la liberté de Chou Min. En plus, tous ces républicains français que j'ai nommés étaient des lecteurs de Rousseau. Donc, en fait, en travaillant, j'ai compris que Chou Min n'a pas été qu'un traducteur de Rousseau, mais qu'il a été aussi plus largement donc un traducteur du républicanisme français. Et pas qu'un traducteur, il a voulu vraiment, en fait, fabriquer une sorte de version japonaise du républicanisme. Pas forcément dans le sens où il y aurait une république comme régime, puisque Chou Min savait bien que dans l'empire, enfin le régime de l'époque, ce n'était pas possible vraiment de revendiquer la République, mais de poser des bases pour une démocratisation du régime, de la société, avec bien sûr en finalité sans doute le fait qu'il y aurait soit la République, soit une monarchie un peu constitutionnelle comme le modèle anglais, mais dans lequel finalement la souveraineté serait aux mains du peuple dans tous les cas. Et de ce point de vue, en voulant utiliser l'éclectisme de Victor Cousin, en voulant, à partir de cet éclectisme, penser à un rapprochement entre la pensée chinoise de Mencius et la pensée française, donc, et puis Rousseau, autour de cette notion de ligi, donc raison et justice, que j'ai évoqué tout à l'heure en japonais, que j'évoque en tout cas dans le livre. Avec ce rapprochement qui se double sur le plan philosophique aussi d'une volonté de rapprochement entre le spiritualisme et le métaréalisme, toujours avec Mencius et puis avec aussi la psychologie écossaise, avec la volonté de faire en sorte que la liberté puisse provenir du corps, mais en même temps pense l'esprit comme une partie du corps. En fait, on peut dire que Chou Min a tenté de fabriquer une sorte de pendant japonais de ce qu'a fait Alfred Fouillé lui-même. Parce qu'Alfred Fouillé, pourquoi lui spécialement? C'est parce qu'il a voulu fonder une philosophie justifiant la Troisième République, dans laquelle il a tenté de trouver une sorte de troisième voie, de voie centrale à mi-chemin entre spiritualisme et matérialisme, donc avec une volonté éclectique qui ne disait pas forcément son nom, mais qu'il était, comme le montraient les recherches. Et Chou Min a tenté de faire pareil. C'est ce que j'essaie de montrer dans mon deuxième livre. Sachant que dans cette perspective, si vous voulez, il y a autre chose qui s'ajoute, c'est que Rousseau et Kant et Mencius sont liés chez Chou Min dans ses traductions autour de cette notion de ligi, raison et justice. Alors, bien sûr, en voulant inclure ces aspects dans les traductions, Chou Min ne s'est pas donné les moyens de développer une philosophie aussi argumentée, construite, avec des œuvres
qui seraient proprement dédiés à cela, comme John Stuart Mill l'a fait, par exemple, ou d'autres penseurs. Mais il n'empêche que les traductions de Chou Min ne sont pas que des traductions, elles peuvent être lues d'une autre manière. Donc, il y a une sorte de deux textes dans un même texte. C'est une sorte de canon à deux voix, où vous avez l'auteur original qui parle, que ce soit Rousseau, Jules Barny ou Alfred Fouillet, et au-dessus, vous avez Chou Min qui parle avec son propre langage, et c'est le langage de la traduction. C'est pour ça que j'ai dit que la pensée de Chou Min, c'était une pensée par la traduction. Donc, Honyaku ni yoru shiso, si on dit ça en japonais. Et ça, c'est vraiment particulier à Chou Min, même si on pourrait trouver des ressemblances avec d'autres cas dans Meiji. Chou Min a eu cette particularité, non seulement donc d'avoir un lien profond avec les textes français ou textes européens aussi profonds, mais en plus donc d'avoir voulu forger une pensée qui aille dans ce sens. Ça le distingue nettement. Et d'ailleurs, dans mon troisième livre que je vais publier, je l'espère, donc cette année, où je vais parler donc des mesures concrètes que Chou Min déduit de sa philosophie, je vais montrer que, comme sa philosophie est particulière, même s'il y a des points de ressemblance avec d'autres penseurs de Meiji, il y a une originalité de Chou Min, et du coup, cela se reflète dans ces mesures, les mesures qu'il a proposées, puisqu'il va être l'un des rares, sinon le seul, à donner de l'importance à la notion de citoyen, avoir sa propre perspective sur le Parlement, avoir aussi cette emphase sur le pacifisme, qui donc le distingue encore une fois nettement des autres penseurs de l'époque Meiji. Et de ce point de vue, on peut considérer que Chou Min, quelque part, même si sa postérité se situe surtout dans le socialisme, elle a quelque chose à dire pour, ma foi, le Japon d'aujourd'hui, où la citoyenneté reste quelque chose, je crois, à construire au vu de la situation actuelle politique.